Bien, alors je corrige ici les exercices 7.5 et 7.4. Donc 7.5, il n'y a rien à faire. Hein. Donc 7.5, on vous donne simplement une matrice A. On vous demande une réduite de Gauss. Bon, je vous ai mis une réduite de Gauss là. Hein, vous vérifierez par vous-même. Elle a deux pivots, donc le rang de la matrice A, c'est 2. Voilà. Donc, exercice 7.6, alors je l'ai entamé là pour ne pas perdre de temps sur la vidéo. Donc on vous donne une matrice, on vous demande le rang de cette matrice, donc c'est-à-dire la dimension de une de M. Donc en fait, on vous pose deux fois la question en une. Et une base de 1 de M. Alors, ici, comme c'est un peu flou de chercher à vue d'œil comme ça un lien entre les vecteurs, peut-être que c'est une famille liée, peut-être que c'est une famille libre, on ne sait pas. Donc on se lance dans la résolution, voilà, donc on cherche la réduite de Gauss. Je cherche directement les équations, comme ça je vais faire toute la question d'un coup. Donc, puisqu'on me demande les équations aussi, donc je prends la matrice M qu'on me donne, je l'augmente du vecteur x, y, z, t. Là, j'ai bien rédigé, donc vous pouvez faire pause et regarder par vous-même. Donc on obtient la réduite de Gauss pour la partie gauche, ici, voilà, qui admet deux pivots. Donc si ça admet deux pivots, ça veut bien dire que j'ai travaillé pour rien depuis tout à l'heure. J'aurais pu, par exemple, ici, enlever la troisième colonne, ça n'aurait absolument rien changé à ma résolution, mais je ne l'ai pas vu, c'est pas grave. En tout cas, j'admets deux pivots, donc le rang de la matrice M, qui est la dimension de im de M, c'est 2. Une base de im de M, donc je peux prendre ici, puisqu'il faut des pivots pas au même niveau, hein, donc je peux prendre la colonne C1, la colonne C2 de la matrice M de départ, mais je n'aurais pas... Alors j'aurais pu prendre C1 et C3, mais je n'aurais pas pu prendre C2 et C3. On est bien d'accord? Enfin, a priori, bien sûr, j'aurais pu le prendre si j'avais continué, mais là, a priori, je ne peux pas. Il faut que je fasse très attention, puisque les pivots sont sur le même niveau, là. D'accord? Donc, en fait, donc il aurait fallu que je continue. Bon, donc ici, je prends C1 et C2, ça me convient parfaitement comme base de im de M, voilà. Et im de M est régi par les équations suivantes. Donc là, on regarde attentivement ce qui est écrit là en tout petit. Donc ça égale 0 et ça égale à 0. D'accord? Donc comme d'habitude. Donc là, pour le coup, il y a deux équations qui régissent im de M. Alors, pour la question 2, donc là, on veut en déduire la dimension et une base du noyau de M. Donc pour la question 2. Donc, alors, pareil, puisque... Alors déjà, je sais que la dimension, c'est forcément... alors, pardon, je ne sais même plus. Donc im de M était de dimension 2. La matrice M a 3 colonnes, donc le noyau est de dimension 1. D'accord? Donc il suffit de trouver, comme tout à l'heure, un vecteur tel que la matrice M fois ce vecteur me fasse 0. Donc si on n'arrive pas à trouver, on va faire comme si on ne le voyait pas, de toute façon c'est pas facile à voir, hein, d'accord? Donc on ne voit pas de matrice, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Nous on va résoudre mx égale à 0, comme d'habitude. Hein. C'est-à-dire qu'on va prendre m, on va chercher un vecteur x tel que ça nous donne 0, d'accord? Et donc ce vecteur x, on fait bien attention, hein, il appartient à R3, d'accord? Pour toujours qu'il y ait une compatibilité entre la matrice M et le vecteur x. Donc il faut que ce vecteur x-là appartienne à R3. Donc je vous rappelle encore ce que je disais tout à l'heure. Im de M, c'est un sous-espace vectoriel de R4, puisqu'il est composé de vecteurs de R4, mais le noyau de M va être un sous-espace vectoriel de R3, puisque j'ai 3 colonnes. D'accord? Bon, donc du coup ici, si je veux résoudre Mx égale 0, donc je peux considérer la matrice M, et on revient à résolution de système absolument classique. Je prends la matrice M, et je cherche une échelonnée de Gauss. Bah, j'ai commencé le travail tout à l'heure. Voilà. Donc je reprends l'échelonné de Gauss ici, donc non augmenté, puisque non augmenté du second terme, du second membre, puisque le second membre c'est 0. Hein. Donc j'ai 1 de 5, 0, moins 5, 5, voilà, donc pour les lignes L1 et L2. Les deux lignes du dessous, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ne servent à rien, donc c'est pas la peine que je les réécrive ici. Okay, et donc ça, si j'ai L1 et L2, comme ça, c'est équivalent à l'échelonné de Gauss suivante. Donc là, il suffit simplement, par exemple, que je divise par 5, donc j'aurai moins 1 et 1. Donc L1 a été conservé, et L2 a été transformé en 1 cinquième de L2. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec ça. Juste une seconde, je remets de l'encre dans mon feutre. Hop. Voilà. Et donc, du coup, bah, pour que mon vecteur x de coordonnées x, y, z appartienne au noyau, eh ben, il faut que ce système soit vérifié. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai x plus 2y plus 5z qui doit être égal à 0. Et je dois avoir moins 5y plus 5z qui est égal à 0. D'accord? Donc ce système-là,
il est équivalent à ce système où si j'avais eu m fois x, y, z égale à 0. D'accord? Donc, ce système-là, bah, on va remonter, donc on va le résoudre. Oh, pardon, je ne voulais pas mettre moins 5y, mais au contraire, je voulais utiliser ça. Donc, plutôt en regardant là. Donc, ça équivaut à quoi? Donc, la deuxième me donne z égale y. En remplaçant z par y ici, ça va me donner x en fonction de y. Donc, j'ai z égale y, pardon. Donc, j'ai x égale moins 7y, tout ça sauf erreur de calcul. Hein. D'accord? Et donc, du coup, j'ai x, donc deux coordonnées x, y, z, qui appartient à ker de A. Donc, si et seulement si, x est égal à moins 7y, y, y. Donc, en vertu de ce qui est écrit là. C'est-à-dire que c'est égal à y, facteur de moins 7, 1, 1. Donc, tout ça, pareil, sauf erreur de calcul. Hein. Voilà. Comme y appartient à R, ici, on en déduit que ker de A, d'accord, donc y appartient à R, implique que ker de A, c'est vecte de moins 7, 1, 1. Voilà. D'accord? Donc on retrouve bien que ker de A est une droite vectorielle de dimension 1. Voilà. Alors, ensuite, question d'après. Donc, question 3. Donc, discuter sans calcul le nombre de solutions du système qu'on vous donne. Alors, le système qu'on vous donne, bah, quand on l'observe juste tranquillement, alors je vais la faire brièvement ici, la question. Normalement, on voit bien sur la caméra. Donc, ce système-là, il a pour matrice M. D'accord? Donc ça, cette question, elle fait référence à la toute dernière propriété du chapitre 7, sur le nombre de solutions d'un système d'équations. Donc, déjà, pour que le système il ait au moins une solution, il faut que le vecteur ABCD, il n'y a pas de choix, donc il faut que ce vecteur-là, il appartienne à im de m. Et donc, pour qu'il appartienne à im de m, eh ben, il va falloir qu'il vérifie ces équations. D'accord? Donc ça veut dire que vous devez avoir les deux relations suivantes, a moins b moins c qui est égal à 0, et moins 3a plus 4b plus 5d qui est égal à 0. Si vous n'avez pas ces deux équations réunies, alors le système est sans solution. D'accord? Donc déjà, voilà, donc déjà, alors on va rédiger tout ça. Donc ABCD n'appartient pas à im de m, donc implique que S égale ensemble vide, d'accord? L'ensemble des solutions du système est égal à l'ensemble vide. Ensuite, si ABCD, alors là on va détailler, appartient à im de M, alors il y a au moins une solution, mais dans la deuxième partie de la propriété, regardez bien, si le noyau en plus est égal au vecteur nul, alors il y a une unique solution. Or ici, le noyau, il n'est pas égal au vecteur nul, puisque c'est une droite vectorielle. D'accord? Puisqu'il y a au moins moins 7, 1 dedans. Moins 7, 1, 1 dedans. Donc, comme le noyau n'est pas égal au vecteur nul, eh ben, ça veut dire que, d'accord, il y a au moins une solution, mais dans un système linéaire, enfin d'un système d'ordre 1 qu'on fait depuis le début de l'année, on sait qu'il y a trois types de solutions, trois types de nombre de solutions. Soit vous êtes sans solution, soit vous avez une unique solution, soit votre système il est indéterminé, il a une infinité de solutions. Donc là, il n'y a pas une unique solution, ben parce que ker de M est différent de 0. Donc il n'y a pas une unique solution, mais vous savez qu'il y a au moins une solution. Voilà. Donc s'il y a au moins une solution sans qu'elle soit unique, ça veut dire que là, il y a une infinité de solutions. Donc vous avez simplement les deux cas de figure. Si ABCD n'appartient pas à im de M, le système est sans solution. Si ABCD appartient à im de M, il y a une infinité de solutions. Et c'est donc un système qui n'a jamais une unique solution. Ça ne peut pas être un système de Cramer. Voilà. D'accord? Et de toute façon, bon, il y avait 4 équations pour 3 inconnus. Voilà, pour l'exercice 7-6.